Demoiselle étrange présente La Table Ronce, un podcast non prétentieux où les demoiselles échangent sur des sujets épineux du domaine spirituel. Ce podcast vous est offert gratuitement, mais nous avons travaillé très fort pour le structurer et le mettre sur pied. Si vous le pouvez et que vous le souhaitez, visitez notre site web demoiselleétrange.com pour découvrir comment vous pouvez nous encourager. Sans plus tarder, lançons la discussion. Bienvenue à l'épisode 3 de la Table Ronce. Ici Lina de Demoiselles étranges et je suis accompagnée de Kat, Allô. Nali Allô? et Julie. Allô. Le sujet du jour est paraître au lieu d'être, esthétique plutôt que pratique. Que se cache-t-il vraiment derrière les vitrines spirituelles sur les réseaux sociaux? Réel pratiquant ou besoin de notoriété? A-t-on besoin d'une witch brew pour être une pratiquante légitime? L'esthétique dans la pratique est-il vraiment essentiel pour pratiquer? Est-ce que cela aide vraiment à une pratique régulière? Kat? Oui, en partie seulement. Nali? Aucunement. Je crois que ça l'aide pas au niveau de la pratique régulière. Julie? Je suis un petit peu entre les deux. L'une des lois régissant ma pratique est le secret. Du coup, je suis plutôt discrète. Exposez-vous votre pratique sur les réseaux. Kat? Non, il y a quelques amis proches, puis certaines personnes dans mon entourage qui savent que ma pratique naturelle fait intégralement partie de ma vie. Je m'affiche pas à haute voix parce que chacun a son niveau de conscience personnel. Puis des fois, j'ai pas envie de mettre des explications rationnelles pour des prises de conscience. Fait que je sais qu'il y a certaines personnes qui sont pas sur la même longueur d'onde que moi. Fait que je préfère garder cette énergie-là pour moi, puis l'utiliser pour mes apprentissages personnels à moi. Fait que si à un moment donné, tout passe par l'humilité, puis ensuite, ben, c'est de savoir choisir à qui on veut offrir son savoir, tu sais, puis avec qui on veut le partager. Nali? Mais moi, je crois que le besoin de s'afficher, ça devrait pas être aussi présent au sens regardez qui je suis. Je te dirais c'est plutôt le contraire. Les réseaux sociaux, ça fait partie de la technologie, mais la magie, elle, en soi, elle fait partie de nous. Je crois que c'est une seconde nature, c'est un mode de vie et ça se vit surtout de l'intérieur. On n'est pas dans l'ego, on n'est pas dans le matériel, mais on est toujours en mode apprentissage. On va écouter notre intuition, on va être empathique avec notre prochain, on est toujours constamment à étudier la nature pour fusionner avec elle, vivre au rythme des saisons, honorer le cycle de vie. J'aime pas vraiment le flash dans les publications, j'aime plus le côté humble de la pratique, donc un petit peu plus secrète. Julie? Pour moi, je n'irais pas expliquer en détail un rituel, mais comme j'ai travaillé avec les réseaux sociaux dans le passé, avec mon coven que j'avais dans le passé, et aussi avec Demoiselles étranges, j'ai pas eu le choix de montrer quelques petits aspects de ma pratique, surtout avec mon ancien coven, parce qu'ils étaient beaucoup axés sur les réseaux sociaux. Puis on dirait qu'après ça, j'ai fait un genre de burn-out de réseaux sociaux où j'ai comme complètement arrêté de les utiliser. C'était trop. Je devais en montrer trop, puis à un moment donné, ça finissait à se sentir forcé. Ça se sentait plus authentique. Puis à partir de là, j'ai vraiment commencé à arrêter de montrer ma pratique sur les réseaux sociaux. Je me suis mis mes boundaries en me disant, OK, ça fonctionne pas, je peux pas faire ça. Ça feel pas correct pour moi. Alors, depuis, ma pratique est devenue beaucoup, beaucoup plus secrète, beaucoup plus privée. Bien que je vais en partager avec les mondes qui sont proches de moi, à part de ça, non. Maintenant, je partage plus autant que je le faisais. Ben, je te rejoins. J'aime pas m'afficher outre mesure sur mes pratiques. Je peux publier un tirage de tarot, mais jamais personnel, par exemple. Et tout ce qui concerne la pratique pure et dure, je vais pouvoir montrer des outils, mais jamais vraiment un rituel. Même s'il est fait fictivement, on va dire, pour les réseaux, je n'aime pas montrer cet aspect-là. Je trouve que ça peut apporter du jugement de la part des personnes de l'extérieur. Oui, c'est vrai. Puis en même temps, on dirait que ça l'enlève un peu le pouvoir à ce qu'on est en train de faire. Là. Ça minimise un peu la magie. Tout à fait. Je trouve aussi que ça brise le charme. Est-ce que l'aspect esthétique est important pour votre pratique?
les outils, la parure, l'hôtel. Kat? Ben, pour moi, comme je l'ai déjà mentionné auparavant dans d'autres circonstances, les objets rituels me rappellent le pourquoi que je le fais. Euh, c'est comme des pense-bêtes, puis c'est nécessaire à ma démarche. Ben, c'était nécessaire à ma démarche. Si j'ai déposé dans mon espace un bol de sable, un flacon d'eau printanière, une plume trouvée dans les bois ou ben juste un caillou qui a été chargé par le soleil, ben ça va sûrement m'aider, tu sais, à évoquer ma gratitude face au moment précieux que j'ai pris pour ramasser ces objets-là, si on peut dire, quand je les ai récoltés ou que je les ai cueillis. Fait que c'est pas nécessairement esthétique, mais c'est bien défini parce que tous les gestes sont avec intention. Fait que c'est la raison pourquoi que je trouve que des fois, ça peut être important. Puis vu que je suis une artiste qui est super perfectionniste, fait que le visuel, ben, il me permet de voyager là où que moi, je suis la seule à connaître le chemin. Tu sais, l'instant qui était présent à ce temps-là. Alors, ça me permet aussi de cibler chaque élément qui fait partie de moi. Puis, je peux aussi dire que d'observer simplement la nature pourrait aussi me suffire pour entrer en méditation rituelle dans ma mémoire puis dans mon cœur. Tu sais, c'est pas nécessairement juste des outils, mais ça peut aussi me rappeler ces moments-là. Benali? Mais pour être honnête avec toi, Lina, moi, je dirais que pendant quelques années, j'ai eu vraiment un besoin d'avoir du wow sur mon hôtel. Oui, je pense que j'étais plus dans le paraître. Il fallait que j'aille des choses que les autres n'ont pas, des choses uniques, puis en même temps, des choses à souvenir, parce que souvent, c'était des choses qui m'étaient données. Mais avec la pratique, le temps, l'introspection, mes valeurs ont beaucoup changé parce que je te dirais que je suis plus dans la magie élémentale dans ma pratique. Les éléments font partie de moi, tandis que je me rends compte que l'esthétisme va être plus dans le paraître. On dirait qu'on n'est pas centré sur nous nécessairement. Je crois qu'il faut abandonner un peu ce côté-là pour rester humble puis fusionner avec ce qui nous entoure, être à l'écoute aussi parce qu'on a des réponses avec la nature. L'hôtel, elle ne nous suit pas à l'extérieur, elle ne nous suit pas dans nos déplacements. Je crois que l'hôtel est en nous. Donc, il faut apprendre à se découvrir au travers de ça. Il faut lâcher prise sur le matériel. C'est beau, j'en suis admirative. Julie? Pour moi, oui, l'esthétique a une certaine importance. Comme Kat, je suis un petit peu artiste à l'intérieur de moi. Le visuel, c'est quelque chose avec lequel je connecte beaucoup. Donc, tous les éléments sur mon hôtel vont avoir une signification. Une personne qui va peut-être regarder de l'extérieur va se dire « Ah, ça a l'air d'être un petit peu esthétique. » Mais pour moi, chaque objet a une signification, une raison pourquoi il va être là. C'est un peu comme une peinture qu'on regarde puis qu'on se dit « Ah, il manque une touche pour le terminer, une signature, quelque chose qui fait que c'est unique à soi. » Puis pour moi, j'aime que tout ce que les objets qui entourent reflètent l'énergie que j'aimerais apporter à mon rituel. Donc pour moi, apporter la vision dans mon espace, puis la vision de mon rituel, ça fait partie en soi de mon rituel. Je dirais que j'ai plus besoin de matériel pour matérialiser ce que je fais plus que d'esthétique. Je ne sais pas pratiquer de façon propre. J'en mets souvent partout. Par contre, j'ai essayé d'avoir des espaces de pratique hyper minimalistes. J'ai même essayé les hôtels de papier, mais ça ne marche absolument pas avec moi. J'ai besoin de matière et c'est presque essentiel pour que je m'y retrouve. Pareil par les symboliques, par l'objet signature, comme tu disais, Julie. Et pareil pour ce qui serait d'une fermeture d'un cercle ou une création de sigil. Je ne peux pas être protocolaire sans objet. Voilà. Que pensez-vous de la crédibilité des pratiquants qui mettent beaucoup d'importance sur l'esthétisme, mais qui ne semblent pas avoir une réelle pratique? Kat? Ben, tu sais, je crois que chaque personne a son propre cheminement. Sûrement certaines personnes qui débutent, ils vont s'inspirer de ceux et celles qui osent s'afficher publiquement. Ça, c'est pour toute chose. Mais tu sais, on est dans une ère virtuelle, hein? Fait qu'il faut se le dire, là.
j'ai été aussi, moi aussi, un petit peu influencée, mais j'ai été plus, pas influencée, mais inspirée. Mais auparavant, c'était plus dans les livres, à la bibliothèque principalement. Puis aussi, il y a certains savoirs qui se sont transmis à travers des discussions, des émissions, des talk shows là, dans les années 60, 70, 80, là, si je peux dire, mettons, Jeannette Bertrand, des trucs comme ça. Là. Moi, j'écoutais ça. Puis il y en avait quelques... Il y a eu une émission qui était vraiment intéressante. C'était vraiment ça, là, c'était le sujet. Puis dans les films aussi, beaucoup de musique, dans les vidéos de musique aussi, c'est très inspirant, puis ça vient chercher très profondément des fois des choses qui sont importantes. Fait que, puis moi, ben, ça me charmait, puis en faisant surtout mes propres déductions avec tout ça, ben, moi, ça me convenait. Mais tu sais, je pense que tôt ou tard, on cherche à s'identifier à d'autres pratiquants, là, tu sais, juste que ça soit superficiel ou pas. On est en recherche de communauté. Fait que c'est sûr qu'avec le temps, encore là, on réalise inévitablement qu'avec l'expérience de chacun, ben, puis son rythme aussi, ben, on prend conscience vraiment de qui on est et non pas de ce qu'on voit autour. Fait que moi, je pense que ça a vraiment une dynamique. C'est un cycle, là, tu sais. Bref. Nali? Moi, je dirais, je vais faire du pouce un peu sur le thème witchy, parce que c'est vraiment ce qu'on voit, qu'on lit sur les réseaux sociaux. Oui, chaque personne achemine à sa façon, ça va combler certains besoins, c'est important de respecter ça. Mais, j'ai un gros mais, là où j'ai de la difficulté, moi, c'est quand je vois passer des choses qui peuvent laisser croire que notre pratique est autant artificielle. Là, je te dirais que je suis en réaction et oui, je suis dans le jugement, je l'avoue. L'exemple que je pourrais vous donner, c'est, bon, je vois passer ces réseaux sociaux, une pratiquante qui prend des photos dans un cimetière avec une tête de mort en plastique. Là, je te dirais que je me dis, non, c'est pas vraiment ce qui nous définit en tant que personne. Donc, ça va venir me chercher parce que j'essaie justement de démontrer qu'on a une pratique sensée proche de la nature. Puis ces gens-là font que ça ternit un peu ce qu'on essaie de mettre en place depuis beaucoup d'années. Voilà pour mon opinion sur le sujet. De mon bord, je pense que c'est dur de déterminer ce qu'une personne, tu sais, c'est quoi le niveau de pratique d'une personne, parce qu'on n'est pas dans leur culotte, tu sais, on voit pas ce qu'ils font à la maison derrière des portes fermées. Puis, tu sais, on parlait plus tôt, tu sais, on a beaucoup de pratiques qui vont être plus personnelles, plus secrètes, donc il n'y a rien qui m'empêche de penser que cette personne-là a peut-être une pratique plus privée derrière des portes. Mais en même temps, c'est sûr qu'il y a beaucoup de monde qui vont montrer un certain côté qui montre la surconsommation. Tu sais, une personne qui va avoir une cinquantaine de pierres, puis qui va toujours les montrer, puis qui va montrer les... Oh, il y a certainement une surconsommation qui se fait. Mais en même temps, je me rappelle de quand j'ai commencé à pratiquer, puis que ça commençait à être populaire sur Internet. Puis là, soudainement, j'avais accès à ce que je cherchais depuis longtemps. Puis là, c'était rendu facile de pouvoir acheter des pierres, c'est rendu facile d'acheter de l'encens, de pouvoir acheter des plaquettes avec un pentagramme ou quelque chose comme ça. Qu'au début, c'était merveilleux, j'avais envie de tout acheter, j'avais envie de m'immerser dans tout ça. Mais après un certain temps, on se calme un peu. Puis on fait, OK, peut-être que j'ai pas besoin de tout ça. Peut-être que je peux aller en nature puis aller chercher tout ce que j'ai besoin. Je pense que c'est là où on grandit dans notre pratique. Puis il y a certaines personnes qui vont rester un petit peu là, puis ils vont stagner. C'est drôle parce que je pense aussi à moi, adolescente, qui prenait des photos dans les cimetières. Ça me fait rire parce que ça me rappelle il y a très longtemps. Puis c'est drôle quand même. Julie, rassure-moi que tu n'as pas apporté des têtes de mort en plastique avec toi. Non, je n'ai pas apporté de têtes de mort en plastique avec moi. Je pense que c'est là où un peu l'esthétique, ça clash avec la pratique parce que, tu sais, je connectais pas le fait que j'avais une pratique avec le fait que j'allais prendre des photos gothiques dans les cimetières. Mais je pense que maintenant, on prend plus conscience que notre image peut donner aussi une certaine impression qui n'est pas réalistique de notre pratique derrière porte.
Katia, tu as l'air d'avoir du plaisir. À fond. Est-ce que ça te parle? Oh! Je pense qu'on a toute une adolescence plus ou moins compliquée. Même peut-être une adolescence avancée. C'est ça. Par mon métier, je suis une stalkeuse, une hard stalk. Et le fait que d'autres formes, parfois, ça peut m'inspirer et voir un peu plus loin que ma routine. Parce que je stagne pas, mais je suis très routinière. Une vraie petite mamie. Et certaines considèrent, je le vois, ou certaines sur Instagram, c'est un peu un journal intime, un journal de bord de leur pratique. Et c'est quelque chose que je suis incapable de faire. Et je pense réellement que si je publiais des reels ou quoi, ce que je fais très peu au final, je pense que les gens penseraient que je cuisine ou que je jardine. Et, mais je rejoins assez Julie sur la question aussi. Mais tu vois, Lina, tu soulèves quelque chose que j'ai pas réfléchi, mais effectivement, tu parles de journal intime. Oui, on voit de plus en plus la vie des gens, de leur pratique, mais comme un journal intime, ça m'est quasiment gênant à lire. Donc, j'arriverai pas non plus à m'exposer à ce point-là sur les réseaux sociaux. Et comme disait Kat tout à l'heure, plus ça se sait, plus ça perd du charme, ça perd une certaine énergie, je trouve aussi. Ouais. Mais Oui. en même temps aussi, les jeunes de nos jours, ils ont grandi avec les réseaux sociaux. C'est quelque chose qui est quasiment naturel pour eux. C'est intéressant de voir le clash des personnes qui n'ont pas grandi avec les réseaux sociaux, qui ont découvert ça plus tard dans leur vie, comme nous, et Oui. des personnes qui ont vraiment grandi là-dedans, que c'est quasiment presque une deuxième nature d'aller partager sur les réseaux sociaux. C'est Ouais. ça. Nous sommes des boomers. C'est ce que j'allais dire. Julie est en train de dire que nous sommes tous vieilles. Oups! J'aime ça. Il paraît que la sagesse vient dans ces moments-là. Voilà. C'est dit. Du coup, maintenant, on va répondre aux questions du public. Trouvez-vous l'inspiration à travers d'autres pratiquants ou vous la trouvez autre part? Kat? Ben oui, parce que j'ai été inspirée par d'autres pratiquantes. Mais surtout dans des livres choisis, comme je disais tantôt auparavant, puis avec beaucoup de recherches pour pouvoir faire des études, puis aussi dans des anciennes émissions, comme je vous disais tantôt, télévisées, qui m'ont appris des notions ancestrales, puis les raisons pourquoi ces notions-là ont été choisies. Bon. Puis j'ai même été à la rencontre lointaine de personnes inspirantes. Puis ma pratique, elle a pris beaucoup de sens aussi depuis. Voilà. Nelly? Oui, de mon côté aussi, je trouve l'inspiration à travers d'autres pratiquantes. Pour en nommer un qui a quand même été majeur pour moi, j'ai fait une sortie à Salem avec Kat. On est allé à la rencontre de Laurie Cabot dans une conférence privée. Donc, on était, mon Dieu, Kat, tu vas peut-être me dire si je suis correcte, là. Je crois qu'on était à peu près une quinzaine. Donc, c'était vraiment très intime. Puis, cette femme-là a des leçons de vie incroyables à transmettre. Donc, de par son bagage, ça me suit tout le temps. J'ai aussi rencontré Marie-Renée Patry. J'ai plein de gens autour de moi que c'est des gens extraordinaires. Tu sais, je nomme des grands noms, mais je te dirais que dans le quotidien, c'est ce qui m'inspire le plus. J'évolue. Mon bagage est à l'infini, puis j'espère apprendre pour le restant de mes jours, de m'inspirer aussi par la musique, les livres, puis d'explorer plein de chemins inexplorés encore. Donc, oui, je suis très inspirée par les gens. Julie? Donc, pour moi, je trouve l'inspiration un petit peu partout, que ce soit, tu sais, avec mes amis qui sont aussi des pratiquants, qui m'ont transmis leur savoir,
sur les réseaux sociaux, des fois, il va y avoir des personnes qui vont poster des choses, un petit peu comme notre boutique le fait, comme notre page le fait, on va poster nos savoirs. Puis des fois, tu sais, on apprend sur d'autres savoirs de d'autres mondes aussi. Ça, c'est quelque chose qui peut être super inspirant. Je m'inspire de la nature, je m'inspire de mes propres expériences de vie, des choses que j'ai apprises par moi-même, puis mes propres recherches personnelles. Moi, je pense que tant que cette inspiration-là est transmise avec respect, j'irais peut-être pas sur les réseaux sociaux aller voir une pratique qui est vraiment personnelle à quelqu'un, puis te dire, ah oui, cette personne-là a fait ça de cette manière-là, je vais aller chercher ça, puis je vais le faire. Parce que, tu sais, moi, je connais pas les raisons derrière ces actions-là. Des fois, ça peut être culturel aussi, donc je pense que tant que cette inspiration-là est transmise avec respect, je pense que c'est super de pouvoir s'inspirer de tout ce qu'il y a autour de nous. Je te rejoins totalement et pareil, les humains dans le quotidien, mais pas que, la nature, mais ce qui booste vraiment ma pratique et qui me permet de sortir de ma routine, c'est la pop culture. Le cinéma, la musique, les mondes fictifs bien élaborés comme celui d'Harry Potter ou même Tolkien. Ce sont des égrégores très vastes que tout le monde peut avoir en commun s'il se donne la peine de les lire ou de les regarder. C'est connu dans le monde entier et je trouve que ça permet d'avoir un égrégore, un socle solide et ça permet de développer une pratique personnelle personnalisable à souhait. Parce qu'on n'aura pas les mêmes choses qui nous marquent en regardant ou en lisant l'un de ces ouvrages et du coup ça permet une infinité de possibilités, quoi. Y a-t-il une distinction à faire entre le paraître et l'esthétique? Peut-on être sans paraître ou paraître sans être? Oui, bien sûr qu'il est possible d'être sans paraître. La pratique, c'est un choix personnel qui émerge de l'intérieur d'abord. Ça vient, c'est un appel, hein? En tout cas, pour chacun, je crois. Moi, c'était un appel. Puis au fil du temps, ben, on prend conscience que le flafla, c'est juste seulement que pour se distinguer. Tu sais, on veut se démarquer aussi. L'esthétisme, il pourrait être aussi pour se reconnaître en pratiquant. C'est soit pour une amulette qu'on porte ou ben un symbole quelconque, tu sais. Fait que ça signifie pas que tu es dans le paraître sans être. Tu sais, c'est comme plus une identification peut-être de communauté. C'est comme ça que ça sonne dans mes mémoires. Quelle sagesse. Nali? Ah, c'était une bonne question du public, Lina. Ça me fait penser un peu à c'est quoi être ou ne pas être, là est la question. On pourrait écrire un 3 pages. Bref, pour moi, le paraître, c'est superficiel. C'est plus, on veut impressionner, tandis que l'esthétique, ben, peut-être, ça peut être poussé par vouloir bien faire les choses. Oui, on peut être sans paraître, vice-versa. Je crois que c'est vraiment au choix du pratiquant. Pour moi, je suis vraiment d'accord avec Kat. Il n'y a pas vraiment de règles esthétiques lorsqu'il vient. On va pratiquer la magie naturelle, on trouve ce que l'on a besoin, on n'a pas besoin d'être d'une certaine manière. Je pense que quand même, peut-on être sans paraître ou paraître sans être, ça peut être un petit peu une attrape parce qu'on peut être surpris des gens qui ont l'air normaux, qui sont des pratiquants, qui vont avoir l'air, qui vont s'habiller comme tout le monde, qu'on va croiser à l'épicerie, qui vont être nos voisins, qu'on le sait pas. Puis, à l'opposé aussi, on va voir du monde, surtout avec la mode en ce moment. Je remarque surtout sur TikTok, il y a une grosse mode Whimsy Goth qui est comme inspirée de Practical Magic, de comment ils étaient habillés dans ce film-là. Qu'il y a beaucoup de modes que le monde va vraiment vouloir. Ils vont s'habiller comme une personne qui peut pratiquer. Ils vont porter des amulettes, ils vont s'habiller un petit peu mystique, un petit peu mystérieux, mais c'est aussi, pour ces personnes-là, ça peut être aussi juste une mode. Ça peut être juste un look qui est witchy, qui est populaire en ce moment, mais que eux, personnellement, ils n'ont pas de pratique, puis c'est juste quelque chose que visuellement, ils aiment. Donc, je pense que c'est... qu'avec les réseaux sociaux, il y a un stéréotype qui s'est formé un petit peu avec le temps, mais c'est pas super réaliste. Parce que c'est vraiment... C'est personnel à soi. On peut être pratiquant sans paraître, d'après moi. Oui, je pense à la mode autour de Wednesday en ce moment aussi.
Oui. qui déferlent sur les réseaux sociaux en tant qu'elles, quoi. Mais vous avez tout dit. Mais je pensais à tout à l'heure, Julie, quand tu parlais de l'adolescence. Et j'étais très provoque dans l'adolescence. Je portais des t-shirts de groupes de métal avec d'énormes pentagrammes dessus, sans problème. Là où aujourd'hui, je vais simplement avoir, comme je disais tout à l'heure, je crois, ma simple amulette autour du cou ou ma croix celte. Et souvent, c'est rangé sous le t-shirt. Et il y a vraiment... je suis quelqu'un de lambda. Je porte des plateformes très souvent. Mais à part ça, rien ne laisse croire, je pense, à l'extérieur que je pratique. Est-ce possible de suivre une croyance sans vraiment apprécier l'image autour ou que cela paraisse chez moi ou dans mes choix esthétiques? Kat? Ben, étant une artiste de nature, l'esthétisme, c'est un aspect de mon quotidien. C'est l'originalité qui nourrit le paraître et l'esthétisme, puis qui me permet de créer un univers unique juste pour moi. J'y peux rien, je suis comme ça. Mais mieux faire avec, hein? Mes croyances n'ont rien à voir avec ce qui circule autour visuellement, du tout. J'ai appris avec le temps aussi que les tendances du moment, c'est plus un genre d'appât pour se sentir appartenir à une communauté. C'est comme ça que moi, je le perçois, mais peut-être qu'il y en a qui seront peut-être pas d'accord là, avec mon opinion, mais je le sens comme ça. Mais ça pourrait être approfondi, par contre, peut-être un petit peu plus profondément d'en jaser, là, mais un bon petit résumé de ce que je crois. Oui, en effet, Kat, moi je dirais, je ferais du pouce aussi sur ce que tu viens de dire, parce que oui, je crois qu'on peut suivre une croyance sans avoir d'image autour, parce que souvent, on va s'identifier à certaines images qui n'est pas nécessairement, si, mettons, je vais prendre une déesse, ou est-ce que stéréotypée, c'est une statue, elle a quelconque définition, mais peut-être que pour toi, ça va être une coccinelle qui va faire partie de la symbolique que tu as besoin dans le moment présent. Donc oui, je crois que l'image peut être vraiment élargie au niveau des croyances. C'est sûr qu'on entend un peu plus parler aussi d'éclectisme, donc ça devient quand même un domaine assez porte ouverte là, pour s'exprimer au niveau des images. Il y a vraiment une grande mouvance autour de nous, ça change, ça évolue. Je crois que chacun suit sa voie et la transforme. Je ne sais pas, toi, Julie, qu'est-ce que tu en penses? Pour moi, je suis pas mal d'accord avec vous. Je pense que c'est possible de suivre une croyance sans aller pousser l'esthétique. C'est vraiment la croyance qui va être la partie la plus importante. Le contenu, c'est nos actions. En même temps, je dis ça, mais mon look, c'est un petit peu un ramassis de tout ce que j'aime. Porter des t-shirts avec des champignons, puis des fougères dessus, puis des plantes, parce que c'est quelque chose que j'aime. Pour moi, c'est vraiment... Je vais aller chercher dans mon esthétique personnelle des petits morceaux de moi, de mes passions, de ce que j'aime, puis en faire un seul. C'est un petit peu automatique pour moi d'aller adopter des petits symboles qui ont une signification dans ma pratique ou dans mes intérêts. C'est intéressant vos réponses et ça remet en question la mienne. Parce que j'ai confondu les réponses tout à l'heure. Et comme Julie, mon look, c'est un ramassis de plein de choses que j'aime. Et on fait notre style, comme tu disais, avec avec un peu tout ce que l'on aime. Mais je voulais appuyer sur le point de l'esthétisme outrancier. Par exemple, ne s'habiller que chez FemKit ou Kitstar. Je ne juge pas ceux qui le font, mais pour toujours garder cette esthétique de la sorcière typique dont on pourrait se faire l'idée, alors qu'une demi-tonne de sorcières, je suis sûre, n'ont pas des attraits, on va dire, gothiques ou très noirs dans la vie de tous les jours, quoi. Et c'est le fait aussi de s'afficher dans l'esthétisme. Je vois aussi ce truc des bios Instagram où on se sent obligé de tout afficher. Je suis polythéiste, mais ça ne me viendrait jamais à l'idée de marquer sur ma page Instagram à qui je dévoue ma pratique, etc. Et pareil, comme disait Kat au tout début du podcast, je trouve que ça perd un certain charme
Et, mon papa m'a toujours dit, la politique et les croyances, ça doit rester entre les murs de la maison. Et c'est quelque chose que j'ai gardé, mais peut-être que je suis de la vieille école. Ton papa était très sage. Voilà. Aussi, pour revenir sur le paraître, je pense qu'il y a aussi une partie de beaucoup de monde, pour eux, va avoir un look qui se ressemble parce que on a grandi un petit peu avec des intérêts en commun. Puis là, quand le monde trouve une certaine mode ou quelque chose qui représente, tu sais, surtout pour ceux qui sont plus jeunes, qui sont nouveaux là-dedans, c'est quasiment comme... Il y a ce besoin d'appartenance, mais aussi il y a comme... C'est excitant de trouver quelque chose qui reflète comment on se sent à l'intérieur, puis tu sais, d'aller s'habiller en noir, puis des choses comme ça. Pour moi, en tout cas, dans mon adolescence, puis quand j'étais beaucoup plus jeune, c'était excitant de voir d'autres mondes qui me ressemblaient. J'avais comme... Ça me donnait vraiment un sentiment d'appartenance. C'est sûr qu'en vieillissant, c'est différent. Mais je pense que c'est important de le mentionner. Que, quand on est plus jeune, ça peut être quelque chose de beaucoup plus différent. Puis de... Ah oui, effectivement, tu dis ça, puis ça me rappelle, à un moment donné, j'avais croisé quelqu'un qui avait un tétragrammaton dans le cou. Puis là, je lui avais nommé, il est vraiment beau ton tétragrammaton. Puis la personne est venue toute illuminée, souriante, enfin, a été identifiée par quelqu'un, si je peux dire. Donc, c'est pas nécessairement toujours négatif, c'est un peu une façon de trouver des contacts sans vraiment le nommer, là. Tout à fait. C'est quelque chose aussi qui m'arrive régulièrement. Par exemple, l'autre jour à l'épicerie, il y a quelqu'un qui portait un t-shirt d'un streamer de jeux vidéo que l'on suit avec mon conjoint. Et directement, vu qu'il portait ce sweat, oh, ok, on est de la même team. Et j'avoue que, j'avoue que sur ça, des fois, ça peut être sympa, ça a du bon, quoi, de pouvoir se reconnaître sans forcément se parler. Être pratiquant de magie, est-ce que cela doit paraître à un moment donné? Nali? Oui, ça paraît pour les personnes, je te dirais, qui sont à l'écoute. Ça va paraître dans nos gestes au quotidien, de la façon qu'on va aborder certains sujets. On devient spirituel d'une façon ou d'une autre, sans être déplacé. Par contre, je dirais qu'il y a aussi une mode où on se pose la question si on doit rire ou pleurer, parce que ça reprend des proportions assez questionnantes. Mais oui, ça paraît. Je pense que ça dépend vraiment. Comme Nali l'explique, c'est paraître dans notre esthétique, peut-être que non, ça ne devrait pas être une obligation, mais paraître dans notre expérience, dans nos mots, paraître de cette manière-là avec notre expérience, c'est beaucoup plus différent. Même que j'aurais tendance à me méfier d'une personne qui en beurre un petit peu trop épais, tu sais, qui va vraiment mettre beaucoup d'emphase sur « Ah, moi, je fais ça comme ça », puis vraiment être intense, pas seulement dans le look, mais aussi dans sa manière de parler. On dirait que c'est quasiment presque une personne qui veut nous faire comprendre que, moi, je suis une personne comme ça, je pratique, c'est ma vie, c'est tout ce qui est important, puis moi, j'ai une certaine supériorité avec ça. Mais en même temps, tu sais, c'est facile de juger, puis je pense qu'on le fait tous des fois. Le jugement, ça peut être facile. J'essaye de pas le faire, mais il faut se rappeler qu'il y a plusieurs pratiques en magie, qu'il y a personne qui va... Il va y avoir du monde qui va avoir des pratiques similaires, puis il y a d'autres mondes qui vont avoir des pratiques complètement différentes, puis qui vont être peut-être beaucoup plus esthétiques, puis qui vont en beurrer épais, mais pour eux, leur pratique, c'est leur pratique. Puis moi, ma pratique, c'est ma pratique. Vive, laisser vivre. Ben, Julie, je crois que c'est positif parce que si on juge, ça veut dire on est en réaction. Étant en réaction, ça veut dire qu'on travaille sur soi. Donc, on essaie d'élargir, peut-être plus ouverte. Je pense que le négatif devient positif. Kat? Oui. Ben, moi, quand j'ai lu la question, qui était être pratiquant de magie, est-ce que cela doit paraître à un moment donné? Dans le sens que, est-ce que ça se doit de paraître? Pour moi, c'est non, c'est pas obligé que ça paraisse, tu sais, paraître extérieur, là, tu sais. Fait que j'ai pas comment dire ça,
d'appréhension là, de savoir que ça pourrait s'afficher de moi. Là, tu sais. Moi, je suis plus une personne réservée, fait que non, je pense pas que ça doit paraître à un moment donné. Mais oui, ça le fait automatiquement parce que tu reconnais les gestes, les attitudes, les réponses, puis l'énergie des gens. Là, tu sais. Je pense que c'est au niveau de là que ça paraît. Ouais, je suis comme un petit peu partagée avec toutes vos réponses. C'est un peu, c'est un petit peu flou, mais tu sais, ça ne doit pas nécessairement paraître, mais ça le fait d'emblée. Pour ma part, parfois, c'est plutôt naturel. Je vais parler et ceux qui me connaissent très bien, je pense à des amis ou à ma petite sœur, qui vont me dire OK, là, t'es allé un peu loin. Elles le savent en fait, et les personnes en face, peut-être pas. Et OK, là, t'es allé loin, ça fait un peu perché quand même. Et je vais l'entendre assez souvent de la part de mes amis proches quand on interagit avec des personnes qui ne me connaissent, qui me connaissent peu. Et ça vient naturellement, mais je fais aucun effort pour que ça paraisse. Mais des fois, c'est ploup. Que pensez-vous de l'image de la sorcière au cinéma, certaines séries ou autres? Moi, pour ma part, au début, j'aimais beaucoup cette image magique-là. Ça m'a vraiment attirée. Puis au fil du temps, avec des recherches pour des infos, de ses origines, puis de l'espèce d'étiquette sociale, j'ai vraiment rapidement décharmé. Parce que, tu sais, la femme, elle a un rôle important à jouer dans une communauté. Je sais que, tu sais, il n'y a pas seulement que des femmes, mais c'était plus féminin, tu sais. Puis dans plusieurs sphères de la vie, là, tu sais, elle est essentielle, tu sais. De l'associer au surnaturel avec de la poudre de perlimpinpin, là, puis qui nous ramène aux fausses accusations qui est portée au bûcher, ça me fait suer. C'est pas ça, là, tu sais. Par contre, si une mère de famille apporte, exemple, l'herboristerie dans sa maisonnée, puis que c'est dans le but de l'enseigner, puis de l'utiliser, puis d'enseigner avec gratitude dans son quotidien, ben là, le film qui a rapport à ça, exemple, ben, il va prendre un petit peu plus d'importance pour moi, puis il va être plus accrocheur. C'est sûr que, tu sais, il y a plusieurs personnes qui vont accrocher plus aux réseaux sociaux puis aux titres hollywoodiens, là. Mais moi, j'aime beaucoup plus les sujets qui sont un petit peu plus underground puis qui ont des aspects un petit peu plus énergétiques, sous-bois, si on peut dire. Donc, j'aime le perlimpinpin aussi, mais j'aime aussi les choses qui sont un petit peu plus du quotidien réaliste avec des intentions tu sais, les messages un petit peu, comment on peut Subtil. dire ça? Oui, c'est ça. La subtilité de la magie naturelle, élémentale, puis personnelle. Ouais. Pour moi, c'est dur de répondre à cette question-là parce qu'il y a tellement de catégories de sorcières différentes dans les médias. Tellement qu'ils ont comme un petit peu des archétypes qui sont vraiment distincts entre les types de sorcières qu'on va retrouver dans les médias, comme il y a la sorcière classique, qu'on va voir dans le Magicien d'Oz avec le teint vert puis le nez crochu qui est vraiment... Tu sais, elle fait presque partie des monstres, des créatures d'horreur comme les vampires, les momies, les zombies. Elle est vraiment très distincte. Tellement que c'est presque... c'est pas quelque chose qu'on va aller connecter avec. C'est vraiment... C'est un type de sorcière très, très, très typique. Puis il y en a un autre type qui se retrouve un petit peu entre les deux, que moi j'appelle la sorcière du village, qui est un petit peu un mélange de la sorcière classique et de la sorcière moderne. Un personnage qui va être des fois négatif. On peut le voir dans Sleepy Hollow. C'est une femme qui a l'air normale. Puis finalement, elle pratique la sorcellerie, puis c'est pas une bonne personne, puis c'est un vilain, puis finalement, il y a la sorcière qu'on va plus se retrouver dans les médias de nos jours, qui est la sorcière moderne, qui est des personnes comme nous. Ça peut être des mères de famille, ça peut être des personnes qui vont à l'école, comme dans The Craft. Puis je pense que ça, c'est la sorcière auquel le monde de nos jours vont se connecter le plus à, puis qui vont se reconnaître. Puis ça montre une facette beaucoup plus humaine que les deux autres qu'on retrouve.
Puis moi, en tout cas, c'est celle qui m'a beaucoup le plus inspirée dans mon enfance, surtout, tu sais, quand The Craft, c'était populaire. Moi, je voulais être comme eux, c'était quelque chose qui m'attirait beaucoup. Donc, c'est vraiment dur pour moi de mettre le jugement sur l'ensemble parce qu'il y a tellement des types différents de sorcières. Et on parle aussi aujourd'hui de sorcières modernes, mais qui ne sont plus qualifiées par la pratique. Et moi, les sorcières qui ont bercé mon enfance, c'est celles de Miyazaki. Donc, il y a Kiki, forcément. Et je ne sais plus son nom dans Le Château ambulant. Et dans tous les autres films, il y a toujours une femme en général. Et je les aime bien parce qu'elles sont en général indépendantes. Et c'est ça que j'aime bien aussi dans les sorcières de Miyazaki, c'est que c'est toujours des nanas qui ont besoin de personne et pas de prince pour s'affirmer et aller au bout de leurs convictions. Et je trouve ça chouette que ça reflète cette partie-là, enfin que le mot soit attribué à sorcière pour ce côté-là de la chose. Et après, j'ai un peu de mal avec tout ce qui est surjoué, même si dans mon adolescence, j'ai adoré Charmed. Je trouve que c'est surjoué et ça aide beaucoup à fantasmer l'idée qu'on se fait d'une pratique. Et non, on ne donnera jamais de kick comme Phoebe, il faut arrêter. À part une pratique de quelques années, mais ça va être compliqué. Ouais, moi, un film qui m'a beaucoup inspiré, puis qui a aussi fait que j'aime beaucoup le regarder, même si il y a des sujets un petit peu déstabilisants dedans, c'est Les Brumes d'Avalon. Oh oui. C'est tellement beau, la musique, les décors, l'ancestral, tu sais, les symbolismes et tout ça. Tu sais, il y a des parties qui sont un petit peu moins intéressantes, mais même si c'est romancé, ça fait voyager. Tu sais. Fait que c'est fait pour ça un petit peu, je pense, le cinéma. C'est pour faire voyager puis nous aider à déconnecter du quotidien, puis de pouvoir rêver, puis de retrouver notre essence. Fait que, voilà. Fait que moi, j'ai beaucoup aimé ce film-là. Moi, je dirais que c'est Avatar qui m'a Oui. fait parcourir des frissons de la connexion avec la nature. Je crois que visuellement, c'était une belle façon de nous le démontrer, de comment que ça doit se passer. Là. Oui. Je partage ton avis vraiment bien. Là. En général, tous les films qui axent le scénario sur la nature, je pense qu'on sera toutes d'accord pour dire que ouais, ça déconnecte et en même temps, ça reconnecte, je trouve. Notamment Avatar, qui est très engagé dans sa façon d'être écrit. Ça fait du bien et en même temps, c'est pas le sujet, mais je pense que ça a vraiment un devoir de sensibilisation et c'est chouette. Oui, oui. Doit-on suivre la mode pour vivre de son art? Influenceur, auteur, enseignant? Kat, qu'en penses-tu? Ben, dans mes débuts, pour m'aider à me sentir dans cette énergie-là, ben, j'ai souvent fait en sorte d'habiller un personnage, celui à lequel j'aspirais, tu sais, pour m'y voir, pour me sentir. Mais finalement, j'ai compris aussi que avec la pratique, tout ce qui venait de l'intention avait beaucoup plus de résultats concrets que le paraître, lui, qui n'était pas si magique que ça finalement. Cependant, le fait de me vêtir en ce personnage-là auquel j'aspirais, puis accompagné d'accessoires, me permet de débarquer de mon rôle du quotidien, de mes responsabilités sociales. Puis ça me rappelle aussi que je suis maintenant dans mon univers, que la personne que je peux toucher, c'est moi, tu sais. Puis que je me retrouve aussi dans ma vraie force intérieure pour appliquer ma magie. Fait que c'est comme un peu me faire un film juste pour moi. Puis d'être dans mon espace sacré.
Fait que oui, je dis pas qu'on doit suivre la mode, puis que des influenceurs, puis de tout ça, sauf que pour moi, tu sais, c'est important de me sentir dans cet espace-là. Comme si tu nommais de revêtir le moment Oui. présent. C'est de mettre de côté toutes les attractions, les soucis du quotidien. On passe en mode je suis dans mon moment présent, puis je suis dans mes intentions. Donc, j'enlèverai le mot mode, mais c'est vraiment dans ton art de vivre que je l'ai senti dans la façon que tu l'as nommé. Pour moi, au niveau des influenceurs, ben, je ne suis pas d'accord parce que c'est pas de mode. Ce qu'on fait, c'est pas de mode. C'est vraiment un art de vivre. Ça fait partie de notre quotidien. Moi, c'est ce que j'essaie le plus possible, je le nomme souvent, là, de ramener ça sur les réseaux sociaux à l'essentiel, sans les flaflas qui sont autour, pour démontrer les bienfaits que ça peut nous procurer, d'apprendre à mieux se connaître. Oui, un bon enseignement, un bon livre, ça peut faire aussi toute la différence parce que ça va nous pister vers des réflexions profondes qu'on a besoin aussi pour évoluer. Et si je peux me permettre, pas forcément un livre de pratique. Effectivement, ça peut être carrément tout ce qui est spirituel pour nous faire grandir. C'est pas nécessairement de la pratique de magie. Tout à fait. Et Julie? Pour moi non plus, je pense pas que c'est nécessaire de devoir suivre des influenceurs ou des auteurs ou des enseignants particuliers. Moi, je suis très... tu sais, je prends de l'inspiration un petit peu partout autour de moi, mais je vais pas aller la chercher, cette inspiration-là. Il faut qu'elle se présente à moi. Je suis pas d'influenceur, je suis pas d'auteur ou d'enseignant. J'ai une pratique vraiment très particulière dans ma tête, comment elle est créée, cette pratique-là, puis les éléments de cette pratique-là. Donc, je vais pas aller suivre d'autres personnes qui ont des pratiques différentes ou... c'est pas quelque chose avec quoi je connecte. Ben moi, j'en suis un petit peu, mais c'est toujours pour apporter des touches quand j'ai pas d'inspiration. C'est surtout au niveau de la divination en particulier, parce que c'est vraiment un domaine que j'explore tous les jours, tout le temps. Je ne m'arrête jamais, surtout avec le tarot. Mais je pense que, en tout cas sur les réseaux sociaux et même dans la vie de tous les jours, si on apporte une personnalité qui sort de l'ordinaire, suivre les modes, ça perd du sens. Parce que c'est vraiment, même si c'est dans un élan, dans une sphère particulière sur les réseaux, c'est la personnalité de la personne, moi, qui me touche. Une personnalité, je m'attache beaucoup plus à ça, en tout cas sur les réseaux, quoi. Dans paraître, il y a la notion de devenir visible. L'esthétique permet-il de rendre visible la magie et ou son pratiquant? Ben, mon esthétisme, là, à moi, c'est en quelque sorte mon identité. C'est mon harmonie visuelle personnelle dans laquelle j'ai du plaisir à jongler chaque jour. C'est toujours différent. Par contre, les gens avec lesquels j'ai le bonheur d'échanger, qui pourront peut-être voir à travers moi mes intentions qui forgent mon identité. Ça ne devient pas nécessairement visible, mais ceux qui me connaissent et qui apprennent à me connaître, ils voient cette énergie-là sûrement. Est-ce qu'ils voient ma magie? Laisse les gens curieux le découvrir. Ceux qui sont capables de, comment je vais dire ça, de voir au travers ma carapace de scorpion. Nali? Ah, tu vois, je relis la question. Soit j'y vois plus la notion, moi, vestimentaire. Je te dirais que quand je travaille en administration, c'est un travail assez terre à terre. Je suis dans les chiffres à journée longue. J'ai comme ma tenue de secrétaire. Quand je suis chez moi, ben, c'est la tenue pyjama, décompresse, doudou en polar, en tout cas, bref, très bien. Mais quand ma tenue vestimentaire touche mes rituels, comme je nommais tantôt, ma robe va faire que je vais être dans mon moment présent. C'est elle, je vais l'honorer de tout mon cœur parce qu'elle trouve avoir absorbé toutes les énergies de ce que je suis. Donc, c'est vraiment une partie de moi. On fait une et l'autre.
C'est une façon de me connecter, de me grounder. Oui, peut-être que certaines personnes peuvent y voir une notion d'esthétisme, mais pour moi, c'est plus un mode de concentration avec moi-même, plus qu'autre chose. Donc, la notion visible, c'est une grande question. Là, je me dis en dedans de moi-même, si j'avais le choix, est-ce que j'aurais une tenue de travail, une tenue de ville pour la maison, puis une tenue pour mes rituels? Non, probablement, je ferais un. Donc, probablement que je ressemblerais à Katia, qui, elle, est authentique en tout temps. Bref, oui, je vais encore réfléchir à tout ça, finalement. C'est pas une question qui est facile à répondre, mais moi, je Non. pense à ma réponse, puis je suis comme, je suis même pas sûre si ça fit ou non. Parce que, tu sais, oui, l'esthétique, ça peut être une grande partie pour moi, ça peut être une partie de mon rituel, comme j'en parlais un petit peu plus tôt, mais est-ce que l'esthétique permet de rendre la magie visible? C'est dur à répondre. Tu sais, c'est un petit peu quétaine, mais je pense que, tu sais, on est tous faits de magie, on peut trouver la magie partout, on peut l'entendre dans tu sais, les craquements du feu, on peut entendre les feuilles qui bougent dans les arbres. Tu sais, ça peut être le flocon de neige qui se pose dans notre main. C'est quelque chose de naturel. Est-ce que ça peut être reproduit sur demande esthétiquement? Pour des personnes comme vous me dites, vous me faites réaliser que oui, c'est pour vous être dans cet espace-là, de mettre votre robe rituelle, ça permet une connexion, puis ça permet de rendre la magie encore plus forte. Moi, je vais aller faire mon rituel en robe de chambre, en pyjama, en robe de chambre, puis tu sais, c'est vraiment propre à soi. Ouais, tu fais ça, Julie? Ouais. Mais c'est super intéressant de voir parce que, tu sais, moi, j'ai jamais ressenti le besoin de devoir m'habiller d'une certaine manière pour faire un rituel, mais en même temps, je comprends l'importance que ça peut avoir pour d'autres personnes. Parce que, tu sais, juste, moi, ce que je fais souvent, là, c'est un châle que je me mets sur les épaules. On dirait que ça me remet dans mon état sacré, tu sais, ça me met en situation de méditation, en situation d'introspection, en situation d'intention. Fait que c'est pas nécessairement un habillement, mais j'ai tout le temps un châle pour couvrir puis garder mon énergie puis ma vibration pour moi, tu sais, pour pas qu'elle s'évade, là, tu sais, je la garde pour moi. Fait que je ferme mon énergie autour de moi comme ça, tu sais. Fait que, tu sais, ça peut être complètement autre chose, tu sais, ça peut être une cape, ça peut être une robe de chambre, ça peut être n'importe quel vêtement, tu sais. Il y en a qui vont le faire nu, c'est correct aussi. Les autres, ils vont se sentir dans cet espace-là, tu sais. Fait que je pense que c'est vraiment, oui, c'est vraiment difficile à répondre, puis c'est une question vraiment qui est personnelle. Oui, donc, Katia, pour toi, c'est de déposer ton manteau de lumière sur toi avant de procéder. Ben oui. C'est beau! Grave. Bah, vous me donnez envie d'essayer. Moi, je ressens juste le besoin d'être propre physiquement et mentalement, d'avoir fait un peu le vide, peut-être par une douche rituelle ou quoi. Oui. Mais je m'étais jamais posé la question du vêtement. Et bah, merci. Vous cassez ma routine. Qu'est-ce qui est vraiment relié à la spiritualité, en fait, dans le paraître? Ben, pour moi, tous les symboles qu'on porte sur soi, de n'importe quelle façon, ben, je crois qu'ils affichent un peu notre identité. Ça nous reflète en partie. Ils représentent la plupart du temps ben, notre approbation à ce qu'on fait. Tu sais, c'est comme pas une étiquette, mais c'est une petite affiche, une petite lumière, là. Certains vont l'afficher vont l'afficher soit sur des chandails, soit ils vont porter une amulette particulière. Ou de plus en plus, ben, les gens aussi dans le monde du tatouage permanent, on va voir beaucoup de symbolisme, de spiritualité dans ça. Fait que moi, je le sais parce que je baigne là-dedans depuis 15 ans, tu sais. Mais il y a toutes sortes de façons, tu sais, de se relier à la spiritualité un peu dans le paraître, là, mais c'est un petit peu plus dans ceux-là, moi, que je le vois là, visuellement, concrètement.
Oui, dans le paraître, un peu comme toi, Katia, on va dire un bijou, un accessoire, ça peut être une bourse avec une broderie dessus. D'autres qui représentent leur spiritualité, ça peut être une Sainte Vierge, en tout cas, peu importe. Mais je pense que jamais ce matériel-là va donner la foi ou la croyance que tu as. C'est qu'un rappel, finalement, de ce que tu es, là. Je suis d'accord avec toi, Nali. Je pense que vraiment, tu sais, on peut avoir des objets, un esthétique en particulier, mais l'important, c'est que notre spiritualité, elle va se démontrer dans nos actions, dans nos intentions. Mm. Puis je pense que, tu sais, certaines personnes qui s'affichent publiquement dans leur pratique peuvent absolument avoir une pratique sérieuse aussi, puis d'autres non. C'est vraiment unique à soi. Tu sais, ça, pour tout le monde, moi incluse, ça peut être facile de, comme je disais plutôt, d'avoir un jugement facile quand on regarde les autres, puis de dire, ah, cette personne-là, elle n'a pas une pratique sérieuse parce que elle projette pas dans sa spiritualité ou whatever. Mais surtout avec notre grosse conversation qu'on vient d'avoir, ça me fait vraiment penser à... ça me fait réaliser, tu sais, qu'un esthétique ou une manière de paraître, oui, ça peut paraître dans notre spiritualité, puis dans la manière qu'on est. Puis je pense que ça fait du bien de s'ouvrir l'esprit, puis de voir d'autres opinions, puis tout. Puis c'est sûr qu'il va toujours avoir des facettes privées de la vie d'une personne qui va rester un mystère, puis qui... Ouais. la spiritualité, c'est tellement personnel qu'il y aura toujours une partie qu'on connaîtra pas, qui va toujours être un secret pour soi. On a tous nos petits secrets de pratique puis de spiritualité, puis je pense que ça, c'est quelque chose de beau qui est vraiment unique. On y revient, ça a été ma première réponse à la première question, mais le secret dans la pratique, c'est une façon de la protéger aussi, je trouve. Et de se sentir en sécurité avec elle, de pas donner accès à cette part de soi, c'est pour pas qu'elle soit jugée, pour pas qu'elle soit brisée. Et après, comme tu disais, je juge pas ceux qui l'affichent, mais en tout cas, le fait de le préserver en le gardant secret, je trouve pas que ce soit mauvais non plus, quoi. C'est très intéressant de partager toutes ces opinions-là. Je suis vraiment, moi aussi, ça a fait ouvrir des portes. Ça fait ouvrir encore plus large mon ouverture, ma conscience. Et puis, c'est bien aussi d'entendre les autres parler un petit peu, même s'il y en a que, comme tu dis, Julie, qui restent secrets. C'est correct aussi, mais c'est bien de pouvoir voir qu'il n'y a pas juste une façon d'être. Non, Il effectivement. n'y a pas juste une façon de paraître. Pour agacer Julie, je vais essayer en robe de chambre. Pilou, pilou. Hein. C'est ma robe rituelle. Avec ma capuche, là, tu sais, je la mets vraiment comme ça, là, puis là, je me sens dedans. Ça a l'air tellement confortable. Oui. Pour conclure ce podcast, merci aux demoiselles d'avoir échangé et partagé avec nous, mais surtout, merci à vous, chers auditeurs. Nous espérons que cette discussion vous a fait réfléchir et inspirer sur votre propre vision des choses. Faites-nous part de vos opinions et commentaires en nous écrivant sur cette plateforme ou via notre site web demoisellesétranges.com, votre référence en magie naturelle depuis 2009.